Vendredi 27 décembre. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Attention à la dengue en cette saison des pluies. L'épidémie continue sa progression, même dans les îles, favorisée par la saison chaude et l'humidité. Le secteur des transports en commun aurait besoin de 150 chauffeurs, mais impossible de passer le permis sur le territoire. Le centre de formation pour adultes veut remédier à ce problème. Les aérodromes du pays pourraient être paralysés une fois de plus dans les prochains jours. Les discussions avec le pays sont au point mort. La ministre de la fonction publique nous explique ce qui ne va pas. Vanina Krolas est l'invitée de ce journal. Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes d'importation frauduleuse de marchandises ou de produits en trop grande quantité. À l'aéroport, la biosécurité veille au grain durant toute la période. Mais d'abord, nouvelle noyade mortelle à Lafayette. Cet après-midi, aux alentours de 14h30, un homme d'une quarantaine d'années est mort. Selon les informations recueillies sur place, la victime promenait son fils dans l'eau sur un bodyboard quand ils ont été emportés par le courant. Tous deux ont essayé de rejoindre la côte. Le fils y est parvenu, mais pas son père, malheureusement. Pour un policier municipal, la méconnaissance des lieux serait la principale raison. Il l'a dit à Hubert Liao. Pour moi, c'est un manque de connaissance des lieux. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ici, chez nous, à Teiharuru, il faut savoir que quand la mer elle est forte, pour éviter les vagues, il va falloir suivre les courants pour aller au fond. Et tu attends que dès que les vagues se calment, là, tu reviens vers la plage. Parce que sinon, tu seras embrouillé, tu seras passé à la machine à laver dans les vagues. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi avec la personne qui est décédée? Nous, on a dit qu'il était déjà inconscient dans la mer quand on l'a retiré. Mais la mer, aujourd'hui, elle n'était pas aussi forte que la dernière fois, quoi. Il s'agit du deuxième drame au même endroit après celui survenu le jour de Noël. Et la Polynésie compte depuis le 25 décembre 39 morts sur les routes. Un usager a perdu la vie à Ayatea le jour de Noël. Un chiffre alarmant qui oblige les forces de l'ordre à renforcer les contrôles ces prochains jours et seront intransigeantes face au mauvais comportement. Il pleut et il fait chaud, des conditions idéales pour la prolifération des moustiques et donc potentiellement pour la circulation du virus de la dengue. 54 nouveaux cas sont recensés, preuve que le virus circule activement et même au-delà des frontières de Tahiti. Les explications de Melissa Chang, David Chang et Dylan Fels. Il est petit, discret, mais sa piqûre fait des ravages au Whenua. Le moustique est à l'origine d'une épidémie de dengue qui sévit actuellement. Dans ce quartier de Faa'a, il n'y a pas eu d'épandage depuis plusieurs années, alors les habitants s'organisent comme ils peuvent. Quand on a des saisons de pluie plus importantes, les coupelles se remplissent assez vite et donc voilà, nous on jette tout, on essaie de faire attention. Après c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des points d'eau un petit peu autour. Et ça, c'est pas de notre sort. Mais en tout cas, sur notre lieu d'habitation, on essaye de respecter toutes les barrières sanitaires à ce niveau-là pour se protéger au maximum. Les Tuamotu, Nukuhiva, Moorea et quelques communes de la côte ouest de Tahiti affichent une augmentation de cas de dengue. Cette semaine, 54 nouveaux malades ont été recensés par le bureau de veille sanitaire. En période de fête, l'inquiétude que l'épidémie se propage dans les îles grandit. On peut imaginer des personnes, des enfants en particulier qui rentrent dans les îles à l'occasion des vacances scolaires, qui ont pu être infectés par la dengue, qui ne le savent pas encore, ils sont en période d'incubation, ou ils n'ont pas beaucoup de signes, mais ils peuvent quand même être contagieux. Ils se font piquer ici, ils ont la dengue, et partent dans leurs îles, l'île d'origine, ils se refont piquer par des moustiques qui eux-mêmes vont être contagieux, et donc une semaine après, on peut avoir des cas qui vont survenir sur des îles qui n'avaient pas été touchées jusqu'à maintenant. À l'aéroport, les bagages sont remplis de cadeaux, mais aussi de produits pour se protéger des piqûres qui peuvent être fatales dans certains cas. Je ne veux pas que mon petit l'attrape aussi tout ce qui est filario. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, les maladies avec les moustiques. Je ne sais pas comment c'est là-bas. Donc j'ai quand même pris mes précautions. Je ne sais pas s'il y a l'infirmerie, la pharmacie comme ici. Dans ce cabinet médical, 7 cas de dengue ont été décelés en consultation rien que ce mois-ci. La dengue, elle rend très malade les premiers jours. Et normalement, vers le 5-6e jour, ça doit commencer à aller mieux. Mais si par contre ça va moins bien, là il faut s'inquiéter. Depuis le 27 novembre 2023, 474 cas de dengue ont été confirmés. Parmi eux, 38 personnes ont dû être hospitalisées.
Il sera peut-être possible de passer le permis transport en commun aux Fénois, car depuis quelques années, seul le RSMA délivre le sésame. Les autres candidats doivent obligatoirement partir en Nouvelle-Calédonie. Pour remédier à cela, le CFPA souhaite proposer la formation en partenariat avec des auto-écoles pour répondre aux besoins de chauffeurs. 150 chauffeurs en puissance seraient dans l'attente. Les explications de Nicolas Suire et Hubert Liao. Passer le permis de transport en commun en Polynésie française, c'est la volonté du gouvernement. Une décision qui se base sur un constat inquiétant. Il manquerait 150 chauffeurs de bus et dans 5 ans, 380. Il y a donc urgence à agir. Nos communes ont besoin de chauffeurs de bus. Le RTCT, le délégataire de service public des transports en commun, a besoin de renouveler également ses chauffeurs et elle est parfois obligée de faire appel à des chauffeurs retraités parce qu'il n'y a pas de titulaire du permis D. La plupart des nouveaux chauffeurs sont formés au RSMA. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'engager, il faut aller au moins jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Mais le caillou n'est plus disponible depuis les émeutes. J'ai dû aller sur Vanuatu pour passer tous ces permis, vu qu'ici chez nous, on pouvait le faire, mais après à un moment donné, il paraît qu'il n'y avait plus le super poids lourd, il n'y avait que le poids lourd, mais il fallait passer au RSMA, tout ça. C'était assez compliqué. Le CFPA procède à l'achat d'un bus pédagogique. Il cherche à présent des partenaires parmi les auto-écoles. 3 d'entre elles ont du personnel qualifié. Elles auraient la charge de la préparation au permis D. Le CFPA dispenserait ensuite une formation de 3 mois reconnue par l'État. À la fin, le conducteur il est en capacité d'accueillir, de réagir face à un incident, de pouvoir gérer des problématiques en interne comme en externe, prendre en compte le véhicule. Et ensuite, ils sont en capacité de travailler soit dans le tourisme, soit dans des bus scolaires, soit dans les bus normaux. Pour l'heure, aucune convention de partenariat n'a été signée avec le CFPA. Le bus pédagogique, en cours d'achat, devrait arriver dans le courant du 2e semestre 2025. Sur le plan social, le doute plane quant à une prochaine grève dans la fonction publique. 15 jours après la signature du protocole d'accord de fin de conflit, la FRAPP menace de nouveau de mettre les services à l'arrêt. Un débrayage qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'activité aéroportuaire. Sollicités hier par le gouvernement, les syndicalistes ne se sont finalement pas présentés à la rencontre. D'abord parce que les médias étaient présents, ont-ils déclaré, et toujours selon les syndicalistes, parce que le gouvernement aurait décidé de ne discuter qu'avec quelques-uns d'entre eux. Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair avec Vanina Krolas. Madame la ministre Yorana. Yorana Yata et à toute la Polynésie, mes meilleurs vœux pour cette période de fête et la nouvelle année. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors aujourd'hui, vous souhaitez privilégier le dialogue alors que vous avez déclaré cette semaine qu'il n'était pas question de dépenser un franc de plus des 35 milliards de l'enveloppe allouée aux dépenses de personnel. De quoi voulez-vous discuter au juste aujourd'hui ? Alors, effectivement, on a invité le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la FRAPP hier soir à discuter avec mon président et moi sur la compréhension, pour se mettre d'accord sur les décisions qui ont été prises lors de la signature du protocole d'accord. Parce qu'apparemment, il y a ce qui a été dit, ce qui a été compris par les uns et les autres, et a priori, il y a une différence et on voulait justement nous ajuster les uns par rapport aux autres et pour trouver une solution commune, en fait. Voilà. Mais des engagements ont bien été pris, notamment par le président Moïté Brodersen, qui avait déclaré que le point d'indice serait bien augmenté de 20 et puis finalement, il n'est augmenté que de 5. C'est pas tout à fait ça qui a été dit, que le point d'indice serait augmenté de 20. C'est justement de cela qu'on voulait discuter avec la FRAPP hier. On a effectivement demandé à rencontrer que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, pas tous les syndicalistes, voilà, qui ont participé avec nous lors des protocoles d'accord, parce qu'il s'agit juste de clarifier ces points-là. Et donc, ce que le président avait annoncé, c'est effectivement une augmentation de 20 points pour les plus faibles salaires, pas pour l'ensemble des catégories D, mais pour les plus faibles salaires, donc les premiers échelons de la catégorie D. Et c'est vraiment notre priorité, c'est de permettre l'amélioration des rémunérations, des revenus des plus faibles salaires de la fonction publique. À noter quand même que les rémunérations de la fonction publique sont au-dessus des salaires moyens du secteur privé et des communes. Donc on n'est
pas non plus, on laisse par rapport à ce qui nous entoure. Alors, il serait 1800, selon les syndicalistes, 1800 agents en catégorie D. Si vous échelonnez, ou en tout cas si vous choisissez ceux qui ont un plus faible salaire, comment est-ce que ça va se décliner? Ça veut dire qu'une partie va être augmentée et l'autre non? Alors, c'est justement à cause de ça qu'on a pris finalement une alternative en 2 temps. Parce que si on avait effectivement appliqué ce qui a été convenu lors du protocole d'accord, on aurait augmenté la rémunération de 683 agents sur 1852. Donc, ce n'est pas tout le monde qui en aurait profité. Là, on a voulu d'abord mettre en place une mesure d'urgence et surtout rapidement mise en œuvre, puisqu'on n'a pas besoin d'arrêté individuel. Les échelons sont changés, donc on a augmenté de 5 points pour l'ensemble des catégories D, pour un montant, un impact financier de 166 millions. Et dans un deuxième temps, ce qu'on a expliqué lors du Conseil supérieur de la fonction publique, où là, je précise, toutes les organisations syndicales étaient présentes, avec la CSTPFO, contrairement à ce qui a été dit sur TNTV. La CSTPFO était là, Atia et moi étaient là. Et donc, à la majorité des membres du CSFP, on a en fait accepté d'augmenter dans un premier temps pour l'ensemble des catégories D de 5 points avant d'entamer une refonte en profondeur de tous les cadres d'emploi, notamment des catégories D, pour une amélioration durable des rémunérations. Ces arguments ne conviennent pas aux syndicalistes et aujourd'hui, ils menacent de redéposer grève. Est-ce que vous avez conscience que cela va impacter une nouvelle fois le secteur du tourisme qui ne pourra pas se relever? Complètement, on est bien conscient, on peut les comprendre parce que ça fait 12 ans qu'effectivement, pas seulement les catégories D, mais également les infirmiers, les assistants socio-éducatifs, les conseillers, les cadres de santé, leur situation n'a pas été la priorité de nos gouvernements précédents. Je comprends, mais la revalorisation des agents de catégorie D n'était pas prévue au CSFP de cette année. C'était prévu au premier CSFP de l'année prochaine, mais on a accepté, suite au protocole d'accord, de les insérer dans les priorités qui avaient été déjà définies, et notamment les infirmiers et les assistants socio-éducatifs qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Leur diplôme n'est pas reconnu, et donc on a voulu également en fait, par principe d'équité et d'égalité de traitement, à compétences égales, on a un même niveau de rémunération. Donc, on a accepté d'intégrer et de mettre en place une mesure d'urgence pour les catégories D, et ils vont en fait entrer dans le même cycle de refonte, cette fois-ci de tous les cadres d'emploi. La fonction publique de la Polynésie date de 1995. Et donc, effectivement, il y a des améliorations, des ajustements à faire pour tenir compte du contexte actuel et de l'évolution de leur situation. On entend bien vos arguments, Madame la Ministre, mais comment est-ce que vous comptez sortir de ce conflit? Est-ce que vous avez une date de discussion prévue? Oui. La FRAP va venir discuter avec vous? Alors, comme on l'a toujours dit à la FRAP et à toutes les organisations syndicales, la porte du gouvernement, du président est toujours ouverte. Donc, on les a invités hier soir et ils nous sont prévenus à cause des médias et tout. Mais bon, on a pris acte. Mais maintenant, voilà, la porte du gouvernement, de mon ministère sera toujours ouverte. Et donc, on a parlé ce matin, puisqu'il s'agit également d'impact financier à prendre en charge. Il ne s'agit pas pour nous de faire peser encore ces coûts supplémentaires sur le budget du pays, sur la population, parce que c'est encore la population qui va financer. Il s'agit de voir à l'intérieur des 35 milliards comment on peut venir prendre en charge ces nouveaux coûts, mais on ne peut pas faire sans sacrifier par ailleurs soit des postes qui seront supprimés dans la fonction publique, qui seront réajustés en fonction des priorités qu'on aura définies ensemble avec l'ensemble des organisations syndicales. Merci beaucoup. Vanina Krolas, pour toutes ces explications ce soir. Je rappelle que la grève de la FRAP qui s'est tenue il y a 15 jours avait duré 5 jours et avait impacté des milliers de passagers.
En cette période de grande fête, les clients font le plein de marchandises. Des voyageurs de retour de vacances tentent de rapporter des produits alimentaires, animaliers ou végétaux. Oui, mais tous ne sont pas autorisés. En ce mois de décembre, les contrôles sont donc renforcés à l'aéroport. Heidi Enko, Mirko Vanfo. Le temps des fêtes, c'est la période pendant laquelle les Polynésiens voyagent beaucoup et ont tendance à rapporter des souvenirs, quelquefois même de la nourriture. Sur ce vol arrivé du Japon, quelques passagers déclarent leurs marchandises. Ici, par exemple, des biscuits et un sac de riz japonais. C'est problématique quand c'est une grande quantité, puisque quand ils font venir en grande quantité, on n'est pas en mesure de vérifier. Et donc, cela suppose un certificat phytosanitaire. Voilà. Là, le fait qu'il n'y ait qu'un sachet de riz, ça me permet de vérifier qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de présence d'insectes. À chaque arrivée, les agents de la biosécurité sont sur le qui-vive. Les produits que l'on cible en particulier dans les contrôles concernent les produits origine volaille, c'est-à-dire tout ce qui est foie gras, magret de canard, parce qu'il y a la maladie de la grippe aviaire que l'on cherche à éviter, à introduire sur le territoire. Il y a également tout ce qui est produits d'origine porcine, les saucissons, les saucisses, les jambons, puisqu'il y a la maladie de la peste porcine africaine que l'on cherche à tout prix également à éviter sur le territoire. Et enfin, il y a le miel, pour aussi une maladie qui concerne les abeilles et qui peut se transmettre par le miel. Pour ce PNC habitué de la démarche, aucun souci pour ses cookies. C'est mieux, oui. Et pourquoi c'est mieux? Comme ça, t'es tranquille, quoi. L'esprit tranquille, c'est mieux. Généralement, on ramène quoi? Des biscuits, des trucs comme ça? Ouais, des petits biscuits, des trucs qu'il n'y a pas ici. Chaque fois que quelqu'un rapporte sur le territoire un produit de l'étranger, il y a un risque qu'un parasite, un insecte ou une infection puisse être transporté et introduit sur le Fénois. On engage vraiment l'ensemble des Polynésiens et puis des voyageurs qui viennent en Polynésie de jouer leur rôle en déclarant les marchandises pour vraiment éviter l'introduction de maladies, de pathogènes que l'on n'a pas encore sur le territoire et qui viendraient ravager, vraiment détruire nos filières agricoles et d'élevage. Si les produits ne sont pas conformes, ils seront détruits rapidement pour éviter tout risque sanitaire. Former au geste de premier secours peut sauver des vies. Selon les chiffres nationaux, moins de 40% de la population y est formée. C'est un des taux les plus bas d'Europe. Pour inverser la tendance, en Polynésie, les plus jeunes sont initiés. On voit cela avec Mélissa Chong et Dylan Fels. Et là, on va faire ça jusqu'à ce que soit la personne se remette à respirer, qu'elle reprenne une respiration, qu'elle se réveille, ou soit les pompiers arrivent et prennent le relais. Assister à un massage cardiaque sur mannequin est une grande première pour Juliette. La jeune fille est très impliquée pour comprendre ces gestes simples qui peuvent sauver des vies. On ne sait jamais quand va arriver un accident. Ça pourrait être demain, un camarade de classe qui tombe raide. Donc ça peut toujours servir et c'est bien d'apprendre en s'amusant. Et là, on lève bien haut la main et on fait semblant de taper. Allez-y, une fois. Ok, il ne se passe rien. Allez, une deuxième fois. En cas d'étouffement, de brûlure, de plaie ouverte ou de malaise, Tristan, le pompier, invite les enfants à pratiquer par binôme, un savoir nécessaire puisqu'au sein même du foyer, des objets du quotidien peuvent se révéler très dangereux s'ils ne sont pas bien rangés. La bouilloire, la casserole, le four, le couteau. En fait, ces trucs-là, il faut mettre en hauteur. Allô? Oui, les pompiers, j'écoute. Je m'appelle Marie Gobelin. Oui. Il y a quelqu'un qui s'est étouffé avec un Lego. D'accord. Tu es à quel endroit? À Arouet. C'est important que les enfants sachent se repérer. Donc la première chose à faire, c'est qu'ils connaissent leur adresse. On a des exemples dans les situations où des enfants ont réussi à appeler les pompiers et à donner leur adresse pour appeler les secours parce que leurs parents avaient fait un malaise. 15 enfants du Rotaract participent gratuitement à cet atelier de formation au premier secours. Le but, réagir face à plusieurs situations. C'est important car il faut développer la résilience communautaire en cas de catastrophe naturelle, en cas d'urgence vitale. Les accidents domestiques constituent la première cause de mortalité infantile en Polynésie française. Le réflexe à avoir en cas d'urgence reste l'appel aux pompiers en composant le 18. C'est ainsi que se referme ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce vendredi. Les autorités sanitaires mettent en garde contre la dengue. La courbe de l'épidémie ne fléchit pas et pourrait encore progresser dans les prochains jours après les pluies. Après cette édition, la suite de la série Petra. Puis on vous propose un spectacle de Stromae. Et voilà, merci d'avoir suivi cette édition d'information. Très belle nuit et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.